Chères auditrices, chers auditeurs, que vous soyez IA contre ou IA donf, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Hiatus, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle générative. On commence à se connaître, mais comme il y a toujours des petits nouveaux, je me présente. Je suis Laura, votre animatrice. J'aime me qualifier d'IA sceptico-curieuse et je partage ce plateau avec mon ami et expert en IA générative, Gilles Guéraz. Alors Gilles est devenu, n'ayons pas peur des mots, incontournable sur ces questions techniques et il partage chaque semaine ses découvertes dans une newsletter intitulée Générative. Salut Gilles. Salut Laura. Ça va, t'as la forme ? Très heureux de te retrouver. Eh ben moi aussi mon cher Gilles, pas simple d'aligner nos agendas, mais c'est toujours une joie quand on y arrive. Alors depuis quelques mois, l'IA générative s'est révélée au grand jour comme une technologie transformative, bouleversant profondément la manière dont les organisations fonctionnent, créent, interagissent avec leur environnement. Et c'est un peu la raison d'être de Hiatus finalement, parce que jusqu'à l'IA générative et la menace qu'elle représente pour nos emplois, l'IA était réservée un peu aux sachants, aux experts. Elle intéressait essentiellement les gens qui travaillent sur le sujet. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, la preuve, même moi j'ai décidé de plonger dedans, la tête la première. Alors, moult questions autour de cette thématique. Quel impact l'IA générative a-t-elle sur les organisations ? Comment s'immisce-t-elle dans tous les départements ? Marketing, juridique, RH, tutti quanti. Quels sont les enjeux économiques et éthiques qui en découlent ? Bref, ça va encore être difficile de tenir en 15 minutes. Mais c'est parti, notre exploration commence maintenant. Maintenant Intelligence artificielle. Générative. Hiatus. Alors Gilles, vaste sujet. Je te propose qu'on commence par le commencement. Si je refais l'histoire, j'ai l'impression que le grand débarquement de l'IA générative et a fortiori le début de ses applications concrètes dans les entreprises, c'est plus ou moins en janvier 2023. C'est un bon repère ça ? C'est un bon repère d'un point de vue de la médiatisation auprès du grand public, des outils d'IA générative et notamment ChatGPT. Après, c'est un peu plus ancien que ça. Il y a plusieurs étapes qui ont jalonné les développements d'IA générative. Il y a les GAN en 2014. Les GAN, tu vois ce que c'est ? Pas vraiment, non ? Generative Adversarial Networks. Encore un mot facile, ça. Voilà, c'est une tech qui utilise des réseaux neuronaux et qui est capable de produire des résultats extrêmement réalistes. Et ils sont aussi capables d'utiliser leurs propres résultats comme des exemples d'apprentissage complémentaire. Ensuite, GPT-1, c'est 2017, GPT-2, 2019. Mais alors, à l'époque, c'était vraiment réservé aux bons techos. Il fallait installer Python, il fallait utiliser Google Colab, entraîner un modèle GPT-2, exécuter localement du code. Enfin, voilà, c'était... j'ai déjà mal à la tête, là, quand je t'écoute. C'était pas hyper accessible pour le commun des mortels. Et la révolution de ChatGPT, c'est qu'il a rendu hyper accessible une technologie complexe avec une interface qui est extrêmement simple. Ce petit champ de saisie que tu connais bien. Et je pense que la révolution, elle est vraiment là. D'accord. Donc, c'est antérieur à 2023, mais disons 2023, ça se démocratise et ça fait ce grand débarquement. Tout à fait, ça fait ce grand débarquement. En sachant que même pour la génération d'images, par exemple DALL-E, ça date de janvier 2021 pour la V1, Midjourney de juillet 2022, en version bêta ouverte, et Stable Diffusion en août 2022 aussi. Donc c'est un petit peu antérieur au début de l'année, mais je pense que l'explosion médiatique a eu effectivement lieu en début 2023 avec la suite que l'on connaît. Ouais. Alors, aujourd'hui, on traite de IA et entreprise, mais l'entreprise, c'est grand. C'est plein de départements différents, donc autant d'impacts et d'applications différentes. Moi, je te propose qu'on commence par un petit point un peu par grand département, histoire de voir un peu comment ça se concrétise sur chaque département. Ça te va ? Écoute, carrément. Tu veux qu'on commence par quoi ? J'ai envie de commencer par le marketing, la communication. Ça t'inspire ? Complètement. Je vais même te dire que c'est le sujet qui m'inspire le plus puisqu'il est connexe avec mon activité dans la pub. Et d'ailleurs, j'ai même formé les équipes marketing internationales du groupe Campari. Moi, je pense qu'il y a une très grande valeur pour les équipes marketing à utiliser non seulement ChatGPT pour le brainstorming, pour dessiner les grandes lignes, faire des outlines, comme on dit en anglais, rédiger, résumer, etc. Mais aussi utiliser des outils visuels, donc comme Midjourney, pour gagner en efficacité dans la façon dont ils vont communiquer avec leurs différents interlocuteurs, que ce soit des agences, que ce soit en interne, ou voire même eux-mêmes créer des campagnes en interne pour lesquelles il n'y a pas forcément de budget de prestation externe alloué. Donc au final, gagner vraiment en productivité et aussi en efficacité.
Pour l'anecdote, nous, alors je dis nous parce que j'ai fait cette formation avec mes petits camarades du collectif Fleet, que je salue, et on a proposé en fait aux équipes de Campari des workshops sur des cas d'usage très concrets avec des activations de marque, tu vois, des campagnes d'emailing, l'événementiel. Et en fait, au final, les stagiaires, ils nous ont avoué qu'en 3 heures, ils avaient eu le même niveau de productivité qu'en 1 semaine sans les outils d'IA. Donc il y a vraiment des indicateurs très très clairs qui encouragent à utiliser l'IA dans ces contextes créatifs dans lesquels les métiers du marketing baignent généralement. Pour la vidéo, on n'y est pas encore complètement, mais avec tout ce qui se passe ces dernières semaines, je suis sûr que ça fera l'objet d'un prochain épisode lorsqu'on sera vraiment sur la brèche d'y être, quoi. Ouais, on en avait déjà parlé dans un précédent épisode IA et vidéo, mais c'est sûr que ça évolue tellement vite qu'on est obligé d'y revenir régulièrement. Complètement. Très bien, alors pour la com et le marketing, effectivement, c'était assez intuitif et puis ça se recoupait avec tout ce qu'on avait déjà dit dans les épisodes précédents. On part maintenant dans un service que je connais mal, mais où j'ai la sensation que l'IA a aussi un potentiel. On parle beaucoup des avocats juniors qui vont se retrouver complètement désœuvrés à cause de l'IA, qui peut maintenant rédiger des courriers très officiels, identifier des jurisprudences en quelques secondes, rédiger des contrats. J'imagine que c'est pareil dans les départements juridiques des grosses boîtes. Oui, les outils de génération de texte sont particulièrement pertinents pour les métiers du domaine juridique. Je crois d'ailleurs que récemment, il y a une start-up IA spécialisée dans le monde du droit qui s'appelle Predictis. Et Square, qui est un cabinet d'avocats d'affaires, ont annoncé le développement conjoint d'un chatbot spécialisé pour les avocats du cabinet Square. Ça signifie que les avocats auront accès à un outil de recherche et de rédaction qui sera basé sur un corpus de 25 millions de documents juridiques. Et donc cet outil va leur permettre d'améliorer la qualité et puis la pertinence de tout ce qu'ils vont produire, tout ce qu'ils vont rédiger, recommandations, décisions, etc. Et il permettra aussi d'augmenter la productivité des avocats en automatisant certaines tâches répétitives et en les aidant à se concentrer sur les aspects stratégiques et créatifs de leur activité. Ok, très bien, on continue notre petit tour. 7e étage, les ressources humaines. Ça t'inspire quoi ? Écoute, c'est un sujet avec lequel j'ai des affinités aussi, puisque j'ai formé à ChatGPT un cabinet RH qui est dirigé par une amie qui s'appelle Aude, que je salue. Salut Aude. Mais tu connais tout le monde. Mais je connais la terre entière. À ce sujet, en fait, j'ai relevé quelques chiffres. Le chiffre de 28%, c'est la part des entreprises en France qui utilisent déjà l'IA dans le cadre de leur recrutement. Et 36% ont l'intention de le faire d'ici 3 ans. Tu vois, donc c'est quand même quelque chose qui est en train d'arriver et qui est même déjà là. Et oui, j'ai une autre stat, c'est 23%, c'est la proportion des jeunes actifs européens, entre 18 et 24 ans, qui ont déjà utilisé l'IA dans le cadre d'une recherche d'emploi. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, toi, de faire rédiger une lettre de motivation par ChatGPT, c'est incroyable. Ah ouais, c'est vraiment bien, non, j'ai pas eu l'occasion. Écoute, c'est simple, en fait, tu lui listes d'abord ton profil avec toutes tes compétences, toutes tes expériences, tous tes soft skills et tous tes hard skills. Ensuite, tu copies-colles un intitulé de poste et tu lui dis, voilà, rédige-moi une lettre de motivation pour ce poste-là avec mon profil, et il te fait un truc de malade. Alors il te fait un truc souvent à l'américaine, tu sais, extrêmement vendeur, voilà, je suis la meilleure du monde et même de toute la galaxie, mais il le fait quand même tellement bien que ça te fait une base après que toi tu vas légèrement modifier et le gain de temps est incroyable. Ouais, c'est sûr, c'était tellement un pain in the ass, la lettre de motivation. J'ai des souvenirs traumatiques de passer 2 jours à essayer de pondre 3 paragraphes. Quel enfer. Ouais, donc les RH, c'est un bon terrain pour l'IA générative aussi. Hein. Ben ouais, parce que c'est un métier où il y a quand même des tâches récurrentes particulièrement chronophages. Je pense à toutes les tâches de rédaction, de courrier d'embauche. Il y a quand même énormément de rédactionnel. C'est long à faire. Il y a un travail de synthèse, de rédaction, de vérification. Et pour la rédaction d'offres d'emploi, on peut même penser à des tonalités différentes selon si on publie sur LinkedIn, sur Pôle emploi, en fait, ou sur Monster. Voilà, donc l'IA aussi permet ça de manière assez rapide. Ouais, donc comme un post Facebook, LinkedIn ou Insta, il peut adapter au ton des plateformes. Exactement. Oh, il est fort. Côté employeur et côté employé, clairement, sur les tâches répétitives, je vois qu'il y a un avantage non négligeable. Est-ce qu'il y a des trucs un peu plus évolués, un peu plus sexy qui se font ? Parce qu'on parlait de start-up, est-ce qu'il y a des choses qui se font aussi côté RH ?
Alors oui, il y a des choses qui se font alors plus au niveau de la data science, qui est un domaine que moi je maîtrise moins, mais on peut imaginer l'utilisation de l'IA pour faciliter la gestion du recrutement, en triant automatiquement les CV par exemple, en évaluant la pertinence des candidats et en automatisant certaines étapes du processus de sélection. En faisant ressortir des CV, tu veux dire, par exemple. Voilà. Okay. Selon des critères, très objectifs. Prédéfinis. J'ai vu passer récemment un projet qui s'appelle BIM, et en fait c'est une sorte d'IA qui agit comme un coach en développement professionnel. Et l'IA aide les collaborateurs à identifier toutes les compétences et où sont leurs points d'amélioration, pour pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Alors on passe maintenant à un secteur qui, sauf erreur de ma part, t'es assez familier, Gilles, dans une autre vie aussi, tu faisais partie du coin des geekos. Mais complètement, Laura, j'avoue, je plaide coupable. J'ai été un gamer invétéré pendant de trop longues années. Puis j'ai même été informaticien dans une vie antérieure, il y a bien longtemps, dans une galaxie très 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 lointaine. Alors comment ça se passe du côté des informaticiens? Comment ça se serait passé pour toi? Eh bien écoute, c'est une excellente question. Est-ce que j'aurais continué à coder en SQL? La réponse est probablement non. Par contre, j'aurais fait partie de ceux qui vérifient le code, puisque l'IA générative est de plus en plus utilisée pour générer du code source. Et du coup, ça permet d'automatiser toute cette partie-là. Alors oui, ça stresse pas mal d'informaticiens, mais on a toujours besoin d'humains pour vérifier le code final. Donc, pas de panique encore. Peut-être dans 5 ans, mais voilà. Pour l'instant, tout va bien. On peut aussi imaginer que l'IA débug le code, puisse détecter les anomalies et puisse analyser aussi, par exemple, les réseaux pour suggérer des optimisations, améliorer les performances, la sécurité, voilà. On l'utilise aussi, alors après, c'est un peu connexe au secteur geek, mais tout ce qui va être support technique, qui pour le coup est un métier, je pense, qui est fortement menacé par l'IA, parce qu'il y a une problématique forte avec le support technique, c'est de trouver des profils qui sont techniquement pointus, pour une tâche qui n'est pas extrêmement valorisée. Et donc, c'est des problématiques de recrutement complexes. C'est des tickets de résolution qui sont souvent longs, de l'ordre des fois de plusieurs heures. Et avec l'IA, on arrive en fait à réduire considérablement les tickets de résolution. Et on a en fait au bout du fil des entités qui répondent avec une patience infinie, 7 jours sur 7, et qui coûtent pas très cher. Voilà, c'est la triste réalité. Mais donc le support tech, je pense que c'est un secteur qui va rapidement être colonisé par l'IA générative. 26e étage, nous arrivons à la direction générale. Alors Gilles, j'ai lu il y a quelques mois qu'une intelligence artificielle humanoïde appelée Madame Tang Yu avait pris la tête d'une filiale de la société de jeux vidéo NetDragon Websoft. C'est sérieux ça? Alors je ne sais pas si on peut qualifier ça de sérieux, mais c'est authentique. Je crois que ça commence même à dater, puisque c'était il y a 1 an, me semble-t-il. C'était même avant la vague IA dont tu me parlais en début d'émission. Je suis tellement à la bourre. Bon, en fait, l'IA ne va pas faire que voler les emplois des salariés, il va aussi éliminer les patrons. C'est cool, c'est peut-être une bonne chose pour la lutte des classes, tu me diras. Écoute, là tu t'enflammes, j'aime bien. Alors plus sérieusement, tu as des exemples d'usage de l'IA justement à des niveaux hautement stratégiques comme la direction générale? Alors écoute, pour ces sujets-là, je pense qu'il faut différencier l'IA générative de la data science. D'ailleurs, aujourd'hui, l'IA et puis ce qu'on appelle le big data sont étroitement liés. On parle même de big data intelligence, me semble-t-il. Moi, j'ai travaillé dans le monde de la business intelligence il y a bien longtemps, mais j'ai pas d'expertise sur ces sujets-là. Tout ce que je sais, c'est que l'IA permet d'analyser d'énormes quantités d'informations et d'en extraire les infos stratégiques. Et c'est ce qu'on faisait déjà nous à l'époque dans la BI. Mais alors du coup, je vais plus me focus sur ce que je connais de l'IA générative. Et je pense qu'elle a un rôle à jouer, bien évidemment, dans les grandes entreprises. Alors pas que les grandes, aussi les moyennes, les petites, tout ça. Et je pense que les dirigeants, les codires doivent se poser la question, et je suis même sûr qu'ils se la posent en ce moment même, quels sont les gains pour l'entreprise, et je parle de gains en fait en productivité. Comment déployer l'IA? Quelles sont les stratégies? Est-ce qu'il faut d'abord former des référents pour acculturer un peu au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il faut massivement former les collaborateurs avec des use cases spécifiques, métier par métier? Et je trouve que c'est un sujet captivant sur lequel je suis ravi d'intervenir en entreprise. D'accord, donc plutôt sous forme d'audit
finalement de l'entreprise pour dire ok, voilà, le format de cette entreprise c'est ça, il y a les départements qu'on a évoqués tout à l'heure, du marketing, du juridique, des RH, etc. Voilà ce qu'on peut faire dans chaque département pour utiliser l'IA, c'est ça que tu dis? Tout à fait. Il y a des enquêtes à mener, des études métiers pour spécifier les besoins qui sont bien évidemment pas les mêmes d'un métier à l'autre et déployer des outils qui vont être pertinents pour les collaborateurs selon leurs besoins spécifiques. Ok, alors du coup finalement ça nous ramène un peu au fond du sujet, l'avenir de l'emploi et les enjeux éthiques qui sont liés à l'IA générative. Donc si j'ai bien suivi depuis le début de notre aventure Hiatus, ce que tu prônes c'est de mettre en place des politiques et des process appropriés qui vont quand même garantir une utilisation éthique et efficace, mais d'abord éthique avant efficace, de cette technologie. Je suis convaincu qu'il y a des règles à poser et qui doivent l'être et qui vont l'être, même si le sujet est extrêmement vaste et complexe. On sait que l'Union européenne veut créer des règles communes, comme l'AI Act. C'est en fait un acte européen qui classe les systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque. Ça va de risque limité à risque inacceptable. Et par exemple, les systèmes à risque inacceptable sont ceux qui manipulent le comportement humain. Ça fait référence en fait au deepfake dont on parlait récemment, avec l'influence que ça peut avoir sur l'opinion publique dans un cadre électoral. Et les systèmes d'IA à haut risque seront évalués avant leur mise sur le marché et tout au long de leur cycle de vie. Voilà, et chaque outil aura une classification. Mais là, du coup, pardon, excuse-moi, mais là, on parle de ce que l'État, au niveau étatique, on peut faire pour contrôler les IA qui sortent, mais les entreprises elles-mêmes, à leur niveau, quand elles utilisent un ChatGPT, quand elles utilisent un Midjourney, est-ce que là, on a des exemples, parce qu'on sait que les entreprises cherchent quand même avant tout à améliorer leur productivité, elles sont rares, celles qui sont fondamentalement philanthropiques. Comment on fait? Est-ce que toi, tu as des exemples d'entreprises qui ont mis en place des choses vraiment intéressantes pour protéger leurs collaborateurs de ce qui existe déjà en termes d'IA? Je pense que c'est une question complexe à laquelle on ne peut pas répondre, puisque je pense qu'il y a autant de cas de figure que d'entreprises, que de cultures d'entreprise. Il y a peut-être des cultures qui vont privilégier l'humain, d'autres qui vont privilégier le profit. Il y a des industries qui s'y prêtent plus. Tu vois, typiquement, le support technique dont on parlait précédemment, je pense que là, les indicateurs feront qu'il n'y aura pas de discussion possible, malheureusement, pour l'emploi. Dans d'autres secteurs, ce sera forcément différent. Je pense qu'on risque d'assister à l'émergence de nouveaux métiers. On parle de Digital Ethics Officer. En fait, en français, c'est délégué à l'éthique numérique. Des gens chargés de faire de la veille, de surveiller un petit peu ce qui se passe, de mettre en place des règles pour protéger les collaborateurs. C'est un peu les nouveaux happiness officers? Est-ce que c'est du happiness? Je ne sais pas. Non, mais est-ce que c'est un peu ces métiers qui ont été inventés en fonction d'une conjecture particulière? Il y a eu le happiness officer à un moment où le bien-être des salariés au travail était devenu un enjeu majeur des entreprises. Là, c'est l'IA, donc on a un peu le AI officer, quoi. C'est vrai. Dans ce sens-là, oui, bien sûr. Oui. Mais je pense quand même que l'État doit d'abord poser des règles pour que les entreprises après puissent les suivre ou alors se mettre en infraction si elles ne les suivent pas. Mais je pense que c'est d'abord à l'État de protéger pour limiter les possibilités de Far West auxquelles on pourrait assister Le Far West artificiel. Voilà, dans le monde impitoyable de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est un peu marche ou crève, en fait. Mais grâce à toi, je vois aussi tous les avantages de l'IA. Et si chacune prend le temps de déceler les atouts de l'IA pour son métier, de se former, il y a moyen de trouver quand même un vrai bénéfice personnel, gain de temps, donc de productivité, et aussi monter en compétence sur des sujets plus intéressants, comme on l'a vu. C'est la fin de cet épisode de Hiatus consacré à l'IA dans les organisations. Merci Gilles pour cet échange comme toujours riche et passionnant. Bonne nouvelle, nous nous retrouvons bientôt pour un Focus by Hiatus, la déclinaison ultra courte de Hiatus. De quoi allons-nous parler la prochaine fois? Nous parlerons d'un assistant de prise de notes pendant tes prochaines visios, Laura. Prise de notes genre dactylo, quoi. Dactylo automatique intelligente. Oh, la classe. Très bien, et écoutez, à vous qui nous écoutez, j'ai une autre bonne nouvelle pour vous. Si vous n'avez pas encore mis un petit commentaire et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ça flatte nos égos, mais surtout ça nous donne la niaque pour continuer à produire ce podcast. Pensez également à vous abonner. Et aujourd'hui, c'est à nos 1% d'auditeurs espagnols que je dédicace cette conclusion. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Hiatus.